Donc, notre atelier d'aujourd'hui est une excellente introduction au cours que vous suivez. J'ai choisi le thème volontairement puisqu'on est au début de l'année scolaire, que vous êtes plusieurs à commencer. Qu'ensuite, en principe, nos ateliers seront le mercredi soir et là, on aura toute une série de thèmes qu'on aborde au fur et à mesure de l'année. Là, sur septembre, on va faire des focus principalement justement pour les débutants et pour que vous compreniez vraiment ce que vous faites, comment le mettre en perspective dans votre quotidien. Et ensuite, tout au long de l'année, à partir d'octobre, on aura tout un programme annuel qui va balayer des thèmes comme la gestion des émotions, l'intuition, le sens, tous les thèmes qui, d'une certaine façon, sont connectés aux techniques que l'on fait ensemble et qui nous permettent de les amener dans la vie quotidienne. Donc, à nouveau, on est en petit groupe ici. Certains nous assisteront à la vidéo plus tard, mais qu'on le fasse vraiment sur un mode de questions-réponses, échanges sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole autant de fois que vous voulez. Il suffit d'activer votre micro. Pour l'instant, je coupe vos micros ici, mais dès que vous voulez intervenir, vous activez votre micro, comme ça je le verrai tout de suite et je vous donne la parole. Donc, comment se préparer à méditer? Ça va être l'occasion, le prétexte pour comprendre ce que c'est que la méditation. On va définir déjà ensemble l'état de méditation. L'état de méditation, c'est le moment où vous êtes si concentré, à un niveau si élevé de concentration, qu'on s'arrête de penser. On est en permanence dans une forme de dispersion, de distraction mentale. On essaie de réduire cette distraction, de se concentrer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit présent, mais sans être instable, sans être dans les pensées. Et donc, la méditation était définie déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Patanjali quand il disait Chitta Vritti Nirodha en sanskrit, ce qui veut dire l'arrêt de l'instabilité de la conscience. On peut traduire Nirodha par conscience ou par pensée. Pensée, c'est une traduction plus limitée, ou le mental en anglais, the mind. On peut le traduire comme ça, mais de façon plus large, ça veut dire la conscience. Donc si on le traduit sur les pensées, c'est l'arrêt des pensées. Et si on le voit de façon plus large, en réalité, c'est la stabilité de la conscience elle-même. C'est pas juste du niveau mental. Donc c'est être capable, d'une certaine façon, d'être complètement présent dans ce qu'on est en train de faire, sans être instable. Et je vous annonce tout de suite que c'est très difficile. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les cours, quand on vous dit prenez un triangle, prenez un cercle, prenez un son et posez votre attention dessus, c'est très facile de poser l'attention dessus. C'est extrêmement difficile de rester dessus. Donc si je vous mets un triangle ici, on va tous réussir pendant une fraction de seconde à amener l'attention sur le triangle. Mais la fraction de seconde d'après, notre attention sera déjà sur autre chose. Donc, peu importe le temps donné de méditation, d'entraînement de concentration, si je vous dis on va faire 1 minute, on va voir qu'on a énormément de dispersion. Ça, vous l'avez tous déjà expérimenté dans les premiers cours, et ceux qui n'ont pas fait encore de cours pourraient l'expérimenter dans les prochaines semaines. On essaye de se concentrer pendant 1 minute, on a énormément de dispersion des pensées. Si je prenais 10 secondes, ce serait exactement la même question. En 10 secondes, on a énormément d'instabilité. Et pendant n'importe quelle portion de temps. Donc, toute la difficulté qu'on essaye de résoudre à travers les exercices de méditation, c'est d'être capable d'être présent et que l'attention reste. Du coup, on a tout de suite l'objectif en fait profond de la méditation qui est vivre le moment présent. C'est devenu presque quelque chose de galvaudé et très utilisé. Be here and now, d'être ici et maintenant. Mais d'une certaine façon, c'est l'état d'esprit un peu préalable, c'est ce qu'on va essayer de vivre le moment présent, d'être concentré dans ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est l'état de méditation. On vise l'état où la conscience va s'étendre parce qu'elle est plus entravée d'une certaine façon par nos instabilités. Et c'est tout un programme. Comme dans toute discipline, en fait. Si on veut devenir un grand peintre, ça va être tout un programme pour arriver jusque-là. Et nous, on vise l'état de méditation. On verra dans d'autres ateliers ensemble les différents niveaux de concentration. On verra qu'il y a encore un niveau au-dessus de l'état de méditation. Mais déjà, si on prend comme ligne de mire l'état de méditation, ça va déjà nous donner pas mal de travail ensemble. Vas-y, Malek. C'est quoi le nom de l'état au-dessus? Samadhi. Samadhi.
samadhi. Mais j'approfondirai. Déjà qu'on comprenne ensemble ce que c'est que l'état de méditation, c'est déjà pas mal de boulot pour aujourd'hui. Mais d'une certaine façon, si tu veux, l'état de samadhi, c'est un approfondissement. On va plus loin encore, on est tellement présent dans cet état de méditation qu'il y a des états encore plus élevés en termes de lucidité, en termes de présence. C'est un approfondissement, si tu veux, de l'état de méditation. En sanskrit, l'état de méditation s'appelle dhyana, D-H-Y-A-N-A. Le DH en sanskrit se prononce presque comme un T, dhyana, dhyana ou dhyana. Et l'état du dessus s'appelle samadhi. Ça, on étudiera dans d'autres ateliers. Donc, ce qu'on a à faire ensemble, c'est entraîner notre concentration. Et qu'elle soit si bonne à un moment donné qu'on arrive à arrêter nos pensées, à saturer. On va avoir un objectif qui est de saturer notre attention. On prend notre objet de concentration, on sature notre attention, elle est dessus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit stable. Et donc, on pourrait se dire dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ensemble, dans un cours de 30 minutes simplement d'exercice de méditation? Vous pourriez vous demander vraiment de façon très légitime, technique, de se dire, vu que notre objectif de tout notre ensemble d'outils, c'est d'arriver à cet état de méditation, qui est un état de haut niveau de concentration, on pourrait faire 30 minutes de concentration ensemble, simplement. On commencerait notre cours ensemble, en présentiel ou online. Le prof dirait aujourd'hui, l'objet de concentration est le triangle, et vous passez une demi-heure sur le triangle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'on choisit comme chemin pédagogique ensemble, d'après vous? Quels seraient les inconvénients de cette méthode? Ce serait peut-être désespérant, non? C'est le bon terme. Déjà, vous voyez qu'en 1 minute ou 2 minutes, on est déjà presque au bord du désespoir. Donc, en 30 minutes, c'est extrêmement difficile, en fait. L'attention, à nouveau, on a très peu de capacité de rester vraiment sur un objet sans diversité. Donc, la première réponse, c'est que ce serait extrêmement désagréable. Mais même si c'était désagréable, on pourrait se dire, bon, on passe par là et jusqu'à ce qu'un jour, on arrive vraiment à être concentré et on va le faire quand même. Donc, il y a cette question-là que, de façon didactique, c'est pas agréable du tout de rester très longtemps en fait sur un seul objet. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, ce serait assez peu efficace. Le niveau de dispersion serait très grand en fait pendant cette demi-heure-là. Alors qu'ensemble, on va avoir une séquence de techniques qui va nous préparer à l'exercice de concentration. Et donc, du coup, au lieu de faire 30 minutes, je donne la parole tout de suite, Malek, au lieu de faire 30 minutes d'exercice de concentration-méditation, on va faire une série d'exercices qui nous mettent dans les conditions idéales et à la fin, on va faire nos 2 minutes d'entraînement de méditation. Et le niveau qu'on va atteindre de concentration en 2 minutes va en principe être plus élevé que si on faisait 30 minutes d'errance d'une certaine façon à essayer de faire l'exercice. Vas-y, Malek. Oui, en fait, moi, ma réponse aurait été de dire que c'est parce que ce serait pas complet, en fait. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai pu avoir de ça il y a quelque temps et même de ce qu'on a pu faire à midi, c'est qu'en réalité, la méditation, c'est pas que dans la tête, c'est aussi une appréhension et une connaissance de son corps, des fluides, du mécanisme respiratoire énormément. Et que forcément, si on saute cette étape pour être que dans le mental, on n'a pas fait l'échauffement, on n'a pas acclimaté le corps à voir ce qui peut se passer dans le mental, quoi. C'est comme ça que je le pense. C'est très juste en termes concrets. De ce que tu as décrit, c'est une très bonne description de, en effet, ce qu'on va faire, c'est d'une certaine façon un échauffement dans le sport. On s'échauffe avant de sauter notre obstacle ou de faire notre saut à la perche. On va avoir toute une préparation. Là, c'est la même chose. On a notre objectif qui est atteindre le haut niveau de concentration. On va créer toutes les conditions idéales pour que ça arrive. Stricto sensu, techniquement, méditer, c'est vraiment le dernier exercice de 2 minutes. On confond beaucoup aujourd'hui parce que justement, on a commencé à confondre dans les exercices qui sont offerts de façon large, grand public. À travers le mot méditation, on place un peu toutes les expériences. Donc, la prise de conscience de notre corps est une préparation à la méditation, mais ce n'est pas une technique de méditation. La technique de méditation, si on était capable de se concentrer parfaitement, elle serait complète. Il ne lui manque pas quelque chose. On peut arriver, si on est capable d'arrêter les pensées et d'être présent dans ce qu'on fait, c'est parfait, sauf que c'est extrêmement difficile.
Donc, ça va ensemble. Les deux vont ensemble et tous les exercices préalables sont des préparations. À partir du moment où vous avez cette nomenclature en tête, vous pouvez appréhender de façon assez simple les exercices. On a l'exercice de préparation, respiration, technique corporelle, force, souplesse, équilibre, que vous ferez plus dans les cours d'1 heure. Relaxation, visualisation, et je vous expliquerai la séquence. Ensuite, je vous expliquerai cette séquence-là et comment est-ce qu'elle va être efficace. Mais toutes ces techniques-là sont des techniques de préparation à la méditation. Donc, en fait, en disant « je médite », on devrait, si on voulait être précis, dire « est-ce que je suis en état de méditation ?» Et là, c'est déjà très avancé dans la discipline. Est-ce que je fais un exercice qui vise l'état de méditation? Ça, c'est l'exercice à la fin de concentration. Ou est-ce que je fais un exercice de préparation? C'est un exercice qui favorise l'état de méditation. C'est bien clair? Donc, vous avez vraiment ces 3 dimensions. Préparation à la méditation, exercice de méditation qui vise la méditation et état de méditation. À partir du moment où vous séparez ces 3 choses-là, vous avez une bonne compréhension du lien méditation avec tout ce qu'on va faire ensemble. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se préparer pour atteindre un haut niveau de concentration? La première réponse, c'est qu'on n'a pas un assez haut niveau d'énergie pour se concentrer parfaitement. Ça demande d'être en forme. Vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que vous êtes fatigué, c'est extrêmement difficile de se concentrer. C'est difficile d'être productif, c'est difficile de travailler, c'est difficile d'écouter un ami. C'est difficile de passer tout moment de qualité, de présence lorsqu'on est fatigué et compromis. Donc, le premier élément qu'on doit mettre en place, c'est booster le niveau de vitalité. Et là, vous allez avoir un exercice par excellence qu'on fait très souvent dans les cours débutants, c'est la respiration rapide. Respiration rapide, en 2 minutes, nous met dans un état déjà d'énergie plus élevé. Les techniques corporelles aussi, travailler la force, souplesse, nous permet d'augmenter notre niveau d'énergie. Donc, on a besoin d'une certaine façon. Pour travailler, en effet, tu as raison, Malek, de poser que l'exercice de concentration, il se place davantage au niveau mental et qu'on va avoir, en effet, un travail préalable au niveau physique et aussi au niveau émotionnel, qui sont 2 plans d'une certaine façon en dessous du mental, qui sont plus denses, plus concrets, mais dont on a besoin pour atteindre un haut niveau de concentration. C'est-à-dire, j'ai besoin de me sentir bien au niveau physique, j'ai besoin de me sentir bien au niveau émotionnel pour avoir un bon niveau de concentration. Donc, je vais avoir des exercices, un ensemble d'exercices qui font qu'à la fin, je me sens bien, si je veux résumer. Et en me sentant bien, je vais être dans les conditions idéales pour faire mon exercice de concentration et méditation, qui est mon objectif premier dans toutes les techniques qu'on fait ensemble. Et là, on arrive un petit peu à quelque chose d'amusant, en tout cas théoriquement, c'est que la plupart des gens débutent la méditation pour se sentir bien, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. On cherche à se sentir bien pour méditer. Si on prend vraiment le sens méditation comme notre exercice de méditation. J'ai besoin de me sentir bien pour méditer, donc je vais faire tous les exercices de préparation pour être dans des conditions idéales, pour ensuite méditer. C'est pour ça que, naturellement, après un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours, vous sentez déjà un effet. Parce que c'est l'objectif vraiment des techniques, que vous vous sentiez bien. Parce que c'est la condition préalable pour arriver à un bon niveau de concentration. Mais ça ne s'arrête pas là. Gérer son stress, se sentir bien n'est pas l'objectif. C'est un préalable. L'objectif, c'est d'être plus présent, d'être plus lucide, de prendre du plaisir. Un niveau plus noble d'une certaine façon de recherche. C'est un peu comme pour un peintre qui aurait comme objectif de vous apprendre à faire une belle peinture. Et vous venez pour peindre pour mieux gérer le moment présent, pour mieux gérer le stress, par exemple. Et il va vous dire, oui, il y a besoin de créer ces conditions, il y a besoin que vous vous sentiez bien pour faire une grande peinture. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire la grande peinture. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de vivre de façon plus intense, c'est prendre plus de plaisir au quotidien. Ça, c'est la finalité. Au passage, on va apprendre à gérer le stress, à gérer les émotions, comme d'une certaine façon un chemin préalable. Donc, premier élément dont on a besoin pour atteindre un haut niveau de concentration, le niveau d'énergie plus élevé. Et ça, l'ensemble de nos techniques, d'une certaine façon, vous l'offre. Deuxième élément dont on a besoin, meilleure gestion des émotions. Si vous êtes en forme, mais que vous êtes énervé, anxieux, inquiet, peu importe tout type d'émotion dans lequel vous êtes pris dedans et vous sentez instable, notre niveau de concentration est compromis. Du coup, le fait de s'approcher du niveau
de méditation, de l'état de méditation est compromis. Et à nouveau, nos techniques vont aussi apporter ça. Généralement, à la fin de 30 minutes ou d'une heure d'exercice que l'on fait ensemble, vous sentez aussi qu'émotionnellement, on a apporté une stabilité. Donc, on va devoir profondément avoir des outils, apprendre ensemble à gérer le stress, apprendre ensemble à gérer les émotions, apprendre ensemble à gérer de la colère, parce que ça fait partie sur le chemin pour atteindre notre haut niveau de concentration. Un exemple concret de ça, de comment nos outils vont aider à gérer les émotions, c'est par exemple jouer avec le rythme de votre respiration. À chaque fois que vous êtes dans une instabilité émotionnelle, la tendance, c'est que le rythme respiratoire change. Le rythme respiratoire devient plus court, par exemple, quand on est stressé, quand on est sous le coup de l'émotion. Ça va être intéressant ensemble d'apprendre à ralentir la respiration, comme on le fait dans les cours. Vous avez appris déjà, vous avez commencé à apprendre la respiration complète. L'étape d'après, c'est d'apprendre à faire des rétentions avec air, rétentions sans air. Juste après, on va commencer à jouer avec des rythmes là-dessus. J'en ai donné par exemple ce midi, inspirer en 4 secondes, garder les poumons pleins 4 secondes, expirer en 4 secondes, rester avec les poumons vides pendant 4 secondes. À partir du moment où vous mettez en place une respiration qui est stable, la tendance, c'est que les émotions elles-mêmes se stabilisent. Les émotions touchent notre façon de respirer. À l'inverse, si ma respiration est stable, ça va toucher l'état émotionnel. Comme si je construisais les conditions idéales pour me sentir bien. Le corps est habitué, s'il respire de façon lente, à imaginer qu'il est dans un état de sécurité, qu'il est dans une situation de sécurité. Donc, on crée ces conditions avec une respiration profonde, et ça, vous allez l'expérimenter dès le premier cours, dès le deuxième cours. Faire 5 minutes, 10 minutes de respiration rythmée transforme l'état dans lequel on est. Donc, progressivement, vous allez avoir les outils pour jouer un peu avec l'état dans lequel vous êtes, aussi bien au niveau de la fatigue que de l'état émotionnel global. Et c'est là la petite merveille de nos outils sur le chemin de la méditation. On n'est pas encore à l'état de méditation, mais sur ce chemin-là, on va avoir des outils pour en 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, transformer l'état dans lequel on est. Et d'une certaine façon, c'est un peu ces éléments dont on a besoin au quotidien, que ce soit pour le travail, pour le sport, pour la vie de famille, peu importe ce qu'on vit. Généralement, nos deux difficultés à dépasser, c'est fatigue et émotion, que ce soit anxiété, stress, inquiétude. Ces deux instabilités-là qui nous préoccupent, qui nous posent le plus de problèmes au quotidien. Et en plus, les deux sont très amies entre elles. Fatigue et stress, anxiété ou colère, ils aiment bien fonctionner ensemble. Donc, plus on est fatigué, en général, plus ça nous amène dans un état émotionnel instable. Plus on est dans un état émotionnel instable, plus ça consomme de l'énergie, donc plus on est fatigué. Donc, on a un duo physique-émotionnel qui est soit gagnant, soit perdant, d'une certaine façon. Donc, vous avez ce duo terrible parfois quand vous êtes dans ce cercle vicieux de fatigue et stress, ou fatigue et colère, fatigue et anxiété. Et à l'inverse, vous avez ce duo qui peut être gagnant aussi. Plus vous boostez votre énergie, plus vous vous sentez bien, plus votre niveau d'énergie augmente. Donc, on va essayer de travailler ces deux piliers d'une certaine façon, ou ces deux briques de base ensemble, de physique et émotionnel, pour ensuite atteindre un haut niveau de concentration et s'approcher de l'état de méditation. Je vous avais donné tout à l'heure l'exemple de la respiration rapide pour stimuler le corps. À l'inverse, une respiration très lente va nous aider à rentrer dans un état de stabilité. D'une certaine façon, vous avez besoin de deux opposés pour vous sentir bien. Vous avez besoin de la stimulation et vous avez besoin de la détente. Deux éléments opposés sur lesquels on travaille en fait dans nos cours. Certaines techniques, on peut les focaliser sur la stimulation. D'autres techniques, on peut les focaliser sur la détente. Exemple, exercice de relaxation à la fin. Respiration lente. Technique de souplesse peut aider à se décontracter. Technique de force va aider davantage à se stimuler. Donc, on a les deux logiques. Et les deux logiques peuvent se rejoindre et doivent se rejoindre aussi. Le fait d'augmenter votre vitalité, d'augmenter le niveau d'énergie dans le corps, quand on fait une longue rétention après, comme je vous le fais souvent faire, respiration rapide, on garde les poumons vides ensuite pendant un certain temps, ça va amener les deux états. On va amener et stimulation et décontraction ensemble. Et les deux ensemble créent les conditions idéales pour que vous vous sentiez bien.
généralement, on a besoin, il nous manque l'un ou l'autre quand on ne se sent pas bien. Soit on n'est pas assez en forme, on est trop fatigué, donc on a besoin de se stimuler. Soit on est en forme, on est en mouvement, mais on est tendu. C'est une question assez complexe, en fait, de notre façon de fonctionner chez tout le monde. C'est qu'on associe souvent l'action, quasiment tout le temps, l'action à l'intérieur d'elle, de façon inhérente, la tension. On a tendance, quand on veut se concentrer, à créer une tension. Quand on veut travailler, à créer une tension. À chaque fois qu'on veut se mobiliser, on a tendance à créer une tension. Et donc, il y a toute une équation qu'on essaie ou un apprentissage qu'on essaie de faire vis-à-vis de soi-même, d'être concentré, d'être présent et d'être détendu. Donc, à la fin de notre exercice de méditation, c'est ce qu'on va viser, d'être complètement présent et d'être détendu. Parce que souvent, soit on est l'un, soit on est l'autre. C'est-à-dire, soit on est concentré, mais on garde un certain niveau de tension, soit on se détend, mais on n'est plus attentif. Si on se détend, par exemple, ce qui va vous arriver dans les prochains cours, si ça ne vous est pas déjà arrivé, des contractions profondes, et ensuite, j'entends plus ce que dit le professeur. Donc, en général, la décontraction profonde est associée au fait de ne plus être présent. Et c'est cette équation, d'une certaine façon, qu'on essaye de travailler et de résoudre ensemble. On veut les deux pôles. On veut être à la fois présent et à la fois décontracté. Donc, dans la décontraction, qu'est-ce qu'on vous dit au début? On vous dit restez lucide et éveillé, restez attentif. Même si vous n'allez pas le faire les premières fois, mais on va vous le répéter à chaque cours. Restez attentif, on se décontracte complètement et on cherche à rester attentif. Dans l'exercice de concentration, soyez concentrés et détendez-vous en même temps. La tendance dans l'exercice de concentration avec le dos droit, c'est assis avec le dos droit, c'est d'être concentré, tendu. Donc, il va falloir se détendre. La tendance en décontraction, c'est de ne plus être attentif. Donc, il va falloir rester attentif. Et donc, on va travailler un savant mélange, un subtil mélange, une équation entre les deux, entre stimulation et décontraction. Et parfois, ça dépend moins de la technique que de l'intention que vous mettez dans la technique, de la visualisation, par exemple, et de l'intention que vous mettez dans la technique. Vous pouvez faire une respiration rythmée 4 secondes pour chaque phase avec l'intention profonde de vitaliser votre corps, d'amener plus d'énergie et d'imaginer que vous captez de l'énergie, d'imaginer que vous avez plein d'énergie dans votre corps et ça va avoir cet effet. Vous pouvez aussi faire cette respiration avec 4 secondes pour chaque phase et viser la stabilité émotionnelle. C'est votre objectif ce jour-là, vous vous détendez le plus possible dans la technique, faites vos 4 secondes d'inspiration, gardez les poumons pleins, vous profitez des sensations. Donc, c'est là qu'on va jouer un petit peu dans la façon dont on induit le cours. Donc, on vous propose des choses dans le cours. On va jouer avec ces dynamiques-là. Et notre objectif, in fine, c'est d'être à la fois très présent, en pleine forme, et très détendu, très serein. Donc, ça correspond à ce que tu décrivais, Malek. En effet, il y a besoin de toute une connaissance de soi, toute une conscience au niveau corporel pour qu'un jour, on soit en condition pour atteindre la méditation. Mais la méditation en elle-même n'a rien à voir en réalité, stricto sensu, avec le corps. Ça dépasse le corps, ça transcende. C'est pour ça d'ailleurs que on a inventé assez récemment le terme de méditation transcendantale. En réalité, c'est un pléonasme puisque toute méditation transcende le physique, l'émotionnel et le mental, puisque quand on s'arrête de penser, on arrive à l'état du dessus. Donc, l'exercice n'est absolument pas physique, mais on a besoin de travailler notre physique pour être dans les bonnes conditions pour y arriver. Sinon, d'une certaine façon, on est bloqué on a un peu mal au dos, on a un peu mal aux genoux, on est un peu fatigué, donc on n'est pas dans les conditions idéales. Beaucoup d'entre vous me demandent au début « Ah, mais j'ai du mal à m'asseoir, par exemple, avec le dos droit et de rester pendant longtemps dans cette position. » C'est totalement naturel de démarrer comme ça, mais on va s'entraîner pour qu'un jour, vous soyez assis dans la position de méditation et que vous soyez aussi confortable que dans un fauteuil où vous n'avez absolument pas de faire d'effort pour ça. Donc, ça va faciliter le fait de dépasser le niveau physique. Votre respiration va être stable, donc vous êtes dans un état où au niveau émotionnel, vous dépassez le niveau émotionnel. Et là, vous entraînez la concentration, concentration, jusqu'à ce qu'à un moment donné aussi, ce soit stable. Et là, on entrera un jour sur ce chemin-là dans l'état de méditation. Des questions jusque-là? Vas-y, Malek.
Mais en fait, ça donne super envie, la relaxation totale et oublier le présent, c'est super alléchant, en fait, dans l'idée. La relaxation, mais on peut faire les deux, on peut être dans le présent sans l'oublier, si tu veux, on peut se relâcher complètement et vivre un état extraordinaire de décontraction tout en étant présent. Parce que ce qui se passe, en fait, à chaque fois que tu es relâché complètement, c'est déjà ce que tu vis chaque nuit, en fait. Tu t'allonges, tu as l'habitude, ton corps a l'habitude, il est allongé dans le lit, il a l'habitude de se décontracter complètement, le corps se déconnecte et on rentre dans l'état de sommeil. Sauf que dans l'état de sommeil, on est dans un état réduit de conscience. On perçoit très peu le temps qui passe, on se souvient de quelques bribes de ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, en 8 heures de sommeil, notre perception, c'est une perception de 30 minutes. Si on devait vraiment raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a perçu pendant ces 8 heures, c'est très limité. Et d'une certaine façon, l'exercice de relaxation, il vise de rentrer dans l'état de sommeil tout en restant lucide et éveillé. Ou de s'en approcher, en tout cas. Vas-y, Violaine. Oui, ben, ça fait un petit peu penser à l'hypnose aussi. Du coup, comment est-ce que la méditation se distingue de l'hypnose? Alors, l'état qu'on cherche à atteindre, il est d'une certaine façon opposé en termes de, justement, d'expansion de la conscience ou de réduction de la conscience. L'état d'hypnose, il est assez proche justement de l'état de sommeil, dans le sens où on rentre dans un état où on n'est plus conscient dans le sens plan conscient de choisir de ce qu'on va visualiser. Donc, c'est un état idéal pour être influencé soit par soi-même, si c'est de l'auto-hypnose, soit par une autre personne. Donc, pour influencer, reconstruire des schémas de notre quotidien, c'est excellent parce qu'on rentre dans un état, justement, où on est encore d'une certaine façon présent, on arrive à capter des choses, mais on est moins conscient, donc il y a moins de barrières et on va pouvoir amener des choses. C'est pas par hasard que dans le sommeil, on est inconscient. C'est extrêmement positif parce qu'on n'est pas prêt, en général, à découvrir tout ce qu'il y a dans notre inconscient. Il y a des barrières très fortes pour une raison. Elle peut s'assouplir progressivement si vous devenez plus conscient. Vous avez une barrière qui va s'assouplir entre le conscient et l'inconscient, mais il y a un vrai rôle ici. Donc, l'hypnose joue là-dessus. Elle nous met dans un état où on va pouvoir influencer l'inconscient. Nous, d'une certaine façon, on va chercher à faire exactement la même chose, mais dans un autre état, qui n'est pas un état d'hypnose, qui est un état justement de lucidité et de présence. Et du coup, une autre question que j'ai, c'est la différence par rapport à quand on se concentre vraiment sur un travail, parce que ça peut m'arriver, par exemple, de vraiment me concentrer sur mon travail, etc. Et je pense vraiment pas à autre chose, quoi. Je suis sur les détails de quelque chose. Est-ce que ça sollicite la même chose? Ça peut avoir le même effet ou c'est complètement différent? De entraînement de concentration dans nos exercices ou être concentré dans un travail. Là, on n'est plus dans la question de relaxation, on est dans la question de concentration. C'est exactement la même chose, c'est le même entraînement en fait, sauf que si je veux te donner une métaphore, c'est comme si quand on fait notre exercice de méditation, on fait de la musculation, et après, derrière, vous allez faire votre sport d'une certaine façon. Nous, on entraîne à la racine de la capacité, de la qualité d'être présent et à pas dévier. Et on va développer cette capacité. Mais après, le moment où tu vas la mobiliser, c'est dans chaque chose que tu fais au quotidien. On entraîne notre concentration à chaque moment de notre vie. Dès qu'on veut écouter un ami en train de parler, dès qu'on veut assister à une conférence, dès qu'on veut… Toute action nécessite concentration. Et même plus loin dans ce sens-là, votre niveau de vécu de ce que vous faites dépend principalement, premièrement, de votre niveau de concentration. Si on augmente le niveau de concentration et qu'on est plus présent, vos perceptions se développent, votre activité se développe, votre productivité se développe. Donc, tous les moments où vous avez été très productif dans votre vie ou tous les moments de grand plaisir étaient des moments de forte concentration. Donc, on va l'entraîner ensemble et en comprendre les mécanismes, on va revenir à la racine et comprendre vraiment ce qui se passe pour le développer, comme si on connaissait le muscle et on commençait à le travailler pour le développer. Mais là, on va l'utiliser, c'est dans notre vie quotidienne. Donc, tout ce que vous aurez appris dans les cours, l'idée, c'est que vous l'appliquiez dans votre vie quotidienne. Et c'est valable pour la concentration comme pour toutes les autres techniques. Si vous avez appris à respirer de façon plus ample pendant quelques minutes par jour avec nous, l'idée, pourquoi pas, de respirer de façon plus ample dans votre vie quotidienne. Et ça va se passer naturellement, parce que si plusieurs fois par semaine,
vous amenez l'indication que vous voulez respirer de façon plus profonde. La tendance, c'est qu'au quotidien, vous commenciez à respirer de façon plus profonde et que dans les moments de stress où vous percevez que votre respiration est plus courte, vous en avez déjà beaucoup plus conscience. Donc, vous le percevez et vous pouvez transformer votre respiration. Ça va être valable pour toutes les techniques. Si vous apprenez à vous relâcher complètement, pourquoi pas utiliser plus de décontraction aussi dans votre quotidien? Pourquoi pas détendre les épaules, le cou, le dos quand il est trop tendu au quotidien. Donc, vous développez cette capacité pour la mobiliser ensuite. C'est comme si ensemble, on était dans un petit laboratoire, on fait nos expériences avec plus de conscience de soi, mais ensuite, on va essayer d'utiliser ces apprentissages dans la vie quotidienne. Ce que je ne comprends pas, c'est que donc, tu nous expliques bien que ça demande un travail continu et important pour accéder à une qualité de méditation. Et en même temps, j'ai lu, j'ai entendu que assez rapidement, ça avait son effet. Il y a même un repère d'un mois. En fait, pour moi, les deux messages sont opposés, c'est-à-dire à la fois on a l'impression que c'est rapide et en même temps non dans d'autres discours. Mhm. C'est une très bonne question. Et comment va s'articuler la sensation court terme avec le travail long terme? Dès le premier cours, vous avez pu ressentir des effets. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir fait 10 cours, 20 cours, 30 cours pour en ressentir les effets. Dès la première fois ou pendant un certain temps, vous transformez votre façon de respirer, vous êtes plus concentré, vous êtes plus détendu, vous pouvez déjà en sentir les effets. Donc, sur la préparation, en fait, sur cette question de se sentir bien, l'effet, il est immédiat quasiment. Et donc, en effet, un mois, plusieurs semaines d'exercice, vous allez vraiment, si vous êtes régulier là-dedans, tous les gens que j'ai accompagnés ces dernières années, ils ont tous ressenti qu'il se passait quelque chose. Donc, sur se sentir bien, le résultat, il est immédiat. Mais c'est pas l'objectif. C'est un préalable. C'est bien, on a tous envie de se sentir bien, on est tous contents avec ça déjà. Mais c'est une brique, c'est la première brique. Atteindre le haut niveau de concentration et la méditation, qui est le moment justement où on s'arrête de penser, ça demande beaucoup de temps. Mais sur le chemin, on va prendre de plus en plus de plaisir, on va appréhender les techniques, on va découvrir des choses sur le chemin, on va profiter de ce chemin-là. Pas être focalisé en se disant mon objectif, c'est juste l'état de méditation et jusque-là, je profite pas des techniques. Non, c'est le contraire. C'est dès la première fois, je profite. Déjà, je fais une respiration plus profonde. Je suis déjà dans un état qui est plus agréable et je vais en profiter. Donc, les deux sont justes, paraissent contradictoires en effet, mais les deux sont justes. La sensation de bien-être est immédiate, mais c'est juste le début de la fête, si vous voulez. On arrive, on se fait plaisir dès l'entrée, mais vous entendez la musique au loin, il faut continuer à avancer pour aller. Qu'est-ce qu'on va sentir, on va dire, si je vais être plus concret, Catherine, qu'est-ce qu'on va sentir dans les premiers mois? Généralement, ce que nous décrivent nos élèves, c'est une meilleure gestion des émotions. Dès les premiers jours, c'est bien-être, le côté physique, on le sent tout de suite. La meilleure gestion des émotions qui débouche sur aussi une meilleure interaction avec les gens autour d'eux. Ça, nos élèves nous le décrivent au bout de 2 mois, 3 mois. Ils sentent que ça bouge leur perception, la connaissance de soi et du coup l'interaction avec les autres en général est de meilleure qualité. Et après, chez chacun, ça va développer des choses différentes puisqu'on est tous différents, mais ça, c'est ce que les gens ressentent. Et après, on va dire à horizon 1 an, là, vraiment de se dire très haut niveau de concentration, d'arriver à commencer à avoir des perceptions déjà sur l'amélioration du niveau de concentration. Mais niveau physique, émotionnel, c'est ce qu'on va ressentir en premier. Donc c'est tout à fait légitime et très bien que vous commenciez en me disant, voilà, je débute ces cours-là en me disant, je veux me sentir bien. C'est tout à fait correct et vous allez le ressentir assez vite. C'est intéressant de savoir que philosophiquement ou en termes d'objectifs, c'est en réalité une construction pour arriver ensuite plutôt à un haut niveau de concentration. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Je vais vous expliquer du coup un petit peu comment fonctionne la séquence de techniques qu'on va avoir ensemble. Comment marche un cours de 30 minutes ou un cours d'1 heure. On a en fait dans notre méthode 8 groupes de techniques qui proviennent des origines de la méditation. Il y a eu un travail de recherche pendant les 60 dernières années sur ces techniques et sur l'origine de ces techniques. Elles proviennent de l'Inde antique.
Et on a au départ 8 groupes de techniques, dont la dernière est la technique de méditation, qui en sanskrit s'appelle Samyama. Samyama ou l'état de méditation dhyana. Samyama, c'est l'exercice de concentration méditation. Je pourrais vous donner aussi des lectures si vous souhaitez pour avoir tous ces termes-là, approfondir la question de méditation. Donc, 8 groupes de techniques, ça c'est ce que vous allez découvrir quand vous serez déjà au cours intermédiaire. Vous êtes d'abord dans le cours débutant pendant quelques mois, entre 3 mois, 6 mois, ça dépend un peu de la fréquence de cours que vous suivez. Et ensuite, vous passez au cours intermédiaire, vous avez toutes ces 8 techniques. En attendant, vous allez déjà en découvrir pas mal. Vous avez déjà la technique de respiration, technique corporelle. On met dans la même groupe de techniques force, souplesse et équilibre. Donc, technique corporelle, relaxation. On inclut aussi là-dedans la visualisation, ce qui fait partie du même groupe de techniques. Et la visualisation, en réalité, on va l'utiliser dans toutes les autres techniques. Et concentration, méditation. On a déjà ces 4 techniques. Vous allez aussi découvrir dans le cours d'1 heure des techniques de purification, de stimulation du ventre, purification des organes internes, qu'on appelle les kriya en sanskrit. Donc, vous avez déjà 5 groupes de techniques sur les 8. Donc, on a déjà une base assez solide dès les premiers cours. On a ces 5 groupes de techniques. Et ces 5 groupes de techniques, on peut les mettre dans différents ordres. Ou on peut utiliser l'ordre le plus classique parce qu'on sait que ça donne un certain résultat. Donc, l'ordre dans lequel on vous donne les techniques a un objectif particulier. C'est ça que je vais vous expliquer ici. Dans un premier temps, on commence généralement par une introduction. Cette introduction qui, dans le cours intermédiaire, sera beaucoup avec les gestes. On se concentrera sur le geste, on apprendra le Shiva Mudra, on se concentrera sur ce geste. Au départ, quand on est dans nos premiers cours, ça consiste simplement à prendre une étape préalable d'introspection, d'intériorisation, d'amener déjà un état plus stable. Donc, c'est là que le prof vous dit fermez les yeux, concentrez-vous sur le corps. L'objectif de cette phase-là est déjà d'amener un état plus stable. Parce que plus vous êtes dans un état stable, plus vous allez profiter de toutes les techniques suivantes. C'est différent si je vous dis allez, maintenant on ferme les yeux, c'est parti, respiration. Vous allez profiter à un niveau de l'exercice. Je vous dis maintenant on prend un temps, on ferme les yeux, on prend d'abord notre temps pour amener l'attention, on essaye d'être moins perturbé par ce qui s'est passé autour, par exemple, de se connecter vraiment à son corps. Et là, après 1 minute, là, on va commencer l'exercice de respiration. Donc, en général, on a une introduction qui s'approfondira dans le cours intermédiaire, qui sera l'ensemble des gestes, qu'on appelle les mudras. Ensuite, vous avez la technique de respiration. L'objectif, vous avez 2 techniques qui vont ensemble, en fait. Respiration, dans un premier temps, et ensuite, technique corporelle, auquel on introduit au milieu, on introduit les techniques de purification. Donc, vous avez un groupe de 3 techniques, respiration, technique de purification et technique corporelle qui visent principalement à stimuler. Et on reprend la logique que je vous ai décrite au début de notre atelier d'aujourd'hui. Vous avez dit, on va avoir ces 2 logiques-là, stimuler et détendre. Attention que c'est une simplification, parce que chaque technique, à nouveau, je vous avais décrit, peut aussi avoir de la décontraction dedans. Mais principalement, ces 3 techniques-là sont excellentes pour développer votre niveau de vitalité. Donc, je vais faire beaucoup de respiration. Dans le cours d'1 heure, beaucoup de techniques corporelles, force, souplesse, équilibre, techniques de stimulation aussi des organes à l'intérieur du ventre, techniques de purification. Ces 3 techniques-là ensemble est le bloc central de notre cours pour développer vos capacités et vous stimuler. Une fois qu'on a fait bien ça, de quoi presque naturellement on a envie de prendre un temps pour assimiler tout ça. Pareil d'ailleurs dans la vie quotidienne, on a été très concentré, très attentif, on a envie d'un temps de repos. Et là, on suit la même logique en fait dans notre pratique. On a stimulé, et on le ressent, hein, comme vous l'avez peut-être déjà ressenti, une respiration rapide, on sent déjà qu'on est dans un état différent. Donc on a toutes ces techniques qui stimulent profondément notre corps de façon très, très interne également. Il y a plein de choses qui se passent sans même qu'on s'en rende compte au niveau des organes. Chaque position va travailler des choses différentes. Dans d'autres cours théoriques, on approfondira chaque technique, donc on pourrait en comprendre encore plus de chaque technique en profondeur, mais on a ce bloc-là de stimulation. On peut inverser les 2, mais c'est plus intéressant. En général, on peut inverser, par exemple, technique corporelle et respiration. On peut dire aujourd'hui, on commence par les techniques corporelles et on va finir par la respiration. En termes de stimulation, c'est intéressant d'avoir la respiration avant parce qu'elle travaille plus sur le plan énergétique, donc elle nous met dans un bon état et derrière, on va travailler le corps.
Donc, c'est un enchaînement classique. Ça va fonctionner également si on inverse. Dans ce cas-là, si on inverse les deux. On inverse les deux parfois quand on veut utiliser la respiration aussi à la fin, par exemple, pour nous rentrer dans un état très stable, pour enchaîner sur l'exercice de concentration. Vous verrez dans les cours de 30 minutes, parfois, qu'on joue un peu avec ça et juste avant la méditation, on donne d'autres techniques qui permettent d'être vraiment juste avant, dans la minute d'avant, d'être dans un état idéal pour passer à la concentration. Mais sinon, on a cette logique-là. Travail énergétique avec la respiration, travail plus physique avec les techniques corporelles et ensuite décontraction, relaxation profonde. Donc, la relaxation placée à la fin du cours nous permet d'assimiler tout ce qui a été fait auparavant. Si je mettais la relaxation au début du cours, je n'aurais pas cet effet. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Être complètement détendu, dans certains cours qu'on vous donnera, on peut jouer avec ça pour être dans un état profond de décontraction et se dire, tiens, maintenant que je suis complètement détendu, comment est-ce que je vais vivre la respiration? Comment est-ce que je vais vivre les techniques corporelles? Donc, ce n'est pas impossible. Mais le schéma classique qu'on utilise est le plus rond, le plus efficace pour donner des résultats, presque peu importe la personne. On sait que dans cet ordre-là, on va presque tout le temps transformer l'état dans lequel on est. Donc, décontraction à la fin. On utilise cet état de décontraction pour faire des visualisations positives. Là, il n'y a pas tellement de limite à ce qu'on peut visualiser. On visualise ce qu'on veut voir arriver, en fait. Le prof va vous donner, en fonction de son inspiration du moment, il peut vous dire d'être en pleine forme, il peut vous dire de gérer vos émotions, il peut vous dire d'avoir un impact sur la vie quotidienne. On peut faire ça plus à travers des mots, on peut faire ça à travers des images. Si certains d'entre vous sont bons pour visualiser, c'est des images qui vont leur apparaître, d'autres, c'est plutôt des mots. Il n'y a pas vraiment de limite à ça, si ce n'est de ce que vous souhaitez vraiment voir arriver, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de développer. Donc, vous pouvez le faire par vous-même aussi. C'est un peu plus difficile parfois pour les débutants, de se décontracter complètement et d'imaginer des choses que vous voulez. Quand vous commencerez à prendre l'habitude, on a des enregistrements aussi. Je pourrais vous transmettre notre enregistrement audio. Vous pouvez, quand vous voulez juste vous faire juste la partie décontraction, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. On l'a sur notre site internet d'ailleurs. Si vous allez dans le site internet sur la partie blog, vous allez dans le blog et vous avez une partie vidéo et dans les vidéos, vous avez plusieurs enregistrements de décontraction. Donc ça, c'est la partie décontraction qui a une place à nouveau spécifique dans notre cours. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a assimilé, donc une fois qu'on a et stimulé et détendu, on finit par l'exercice de méditation. Ça, vous avez bien compris que c'est le couronnement d'une certaine façon. C'est 2 minutes, parfois 1 minute, 2 minutes au départ, mais c'est le couronnement de tout notre cours. Donc, il a une vraie importance. Même si au début, ça peut être difficile de se concentrer, on peut dire « Ah non, j'aime pas trop cet exercice à la fin ». Le triangle, il part dans tous les sens, le cercle change de couleur. Insistez parce que vous allez progresser comme tout le monde. Au bout de quelques semaines, vous allez voir que c'est de plus en plus facile. Quelques mois, c'est de plus en plus facile. Et c'est vraiment le couronnement de tout ce travail qui a été fait auparavant. D'une certaine façon, vas-y, Violaine. Oh, et au final, quand tu es bien entraîné, tu arrives à méditer combien de temps? Tu veux dire combien de temps, faire cet exercice de concentration pendant combien de temps? Alors, on commence par 1 ou 2 minutes, parce qu'à nouveau, ce serait désagréable de faire plus quand on débute. Après, assez facilement, on va passer à 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Pour dépasser 5 minutes de façon confortable, sans se leurrer, parce que c'est facile de penser qu'on est concentré alors qu'on est plutôt dans un mode un peu endormi. On est dans le train et le temps passe, mais on n'était pas concentré. Le truc est passé, on n'était pas concentré. Si on était fatigué le matin en revenant de soirée et qu'on est dans un cours, ça me rappelle c'est des images d'étudiants que j'avais le vendredi matin après la soirée du jeudi soir. Le cours passe vite, et tu n'es absolument pas présent, tu n'es absolument pas concentré. Donc, ça doit être hyper fatigant, non? De faire quoi? Concentrer 5 minutes sans lâcher son objet de concentration. Alors, c'est fatigant si tu le prends de façon tendue, ce qui ne va pas faciliter. C'est-à-dire, si tu te dis, il faut que je sois parfaitement concentré. Je te dis maintenant, c'est mon objet, et à chaque fois que ça part. Parce que ramener l'attention, oui, c'est fatigant. Mais si tu prends l'exercice presque comme un jeu, tu dis, OK, j'amène mon attention et je sais que ça va dévier, c'est pas grave.
Ça dévie, je ramène l'attention. Ça a encore dévié, je ramène l'attention. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Plus on est détendu dans l'exercice lui-même, meilleurs vont être les résultats. Et dans ce sens-là, c'est pas fatigant. C'est pas fatigant si on a l'habitude. C'est-à-dire, si je te dis 5 minutes tout de suite, là, ça va être un peu... C'est une forme d'ennui pour le débutant, en fait, qui va s'installer. Une sorte d'inconfort parce qu'il a l'habitude d'être nourri. C'est comme... Et d'autant plus dans la société actuelle, on a l'habitude d'être en permanence dispersé. On monte une vidéo, puis tout de suite, on monte une autre vidéo, puis une autre vidéo, puis une image. On a une image sur Instagram, puis une autre image, puis une autre image. Et donc là, le cerveau, on lui dit non, pendant les 2 prochaines minutes, déjà, avant de passer à 5 minutes, c'est plus que ça. Ah, déjà, c'est difficile. Il dit, mais il est où mon fil d'actualité? Je veux de la nouveauté. Le cerveau aime la nouveauté. Le cerveau fonctionne par nouveauté. D'ailleurs, quand on vous met le mot nouveau, c'est attirant. Tout nouveau stimulus que vous ne connaissez pas encore est plus attrayant qu'un ancien stimulus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de plaisir à approfondir l'ancien stimulus. Mais a priori, c'est plus attrayant. Ce qui est naturel, en fait, on a besoin pour survivre de traiter d'abord les informations nouvelles. Si un animal sauvage qui arrive dans la pièce, on a besoin que ce soit la première chose auquel on prête attention, que ça mobilise nos sens davantage. Sauf que ce fonctionnement-là fait qu'on est en permanence dispersé. Donc l'exercice, pour répondre à ta question, l'exercice de concentration, il est agréable, il est de plus en plus agréable, en fait. Plus on est entraîné, plus il est agréable. Et c'est même un bon signe quand il devient agréable. C'est pas mauvais signe au début que vous perceviez beaucoup vos dispersions, c'est même plutôt, c'est plutôt ce qu'on souhaite au départ, que vous perceviez que vous êtes dispersé. C'est mieux que de ne pas percevoir. Donc, c'est bien de percevoir au début qu'on est très dispersé et progressivement que la dispersion diminue. Ça va être ça notre objectif. Et prendre le parti que de toute façon, la concentration, elle n'est pas parfaite avant des années d'entraînement. Donc, c'est pas s'inquiéter avec ça. Pas se fâcher contre son mental en disant tu t'es encore dispersé. Il faut simplement ramener l'attention. Vas-y, Malek. Juste, je repense à cet exercice du triangle de ce midi et par rapport à ce que tu disais à l'instant, et je me dis aussi que c'est pas évident de se dire qu'on fait bien, de se dire je suis sur la bonne voie, je suis en train de... C'est pas comme ça qu'il faut que je m'y prenne, ou c'est comme ça. On sait pas s'il y a une exactitude en fait dans la manière, dans le procédé, dans la visualisation, le cheminement intérieur, pour se dire je suis sur la bonne voie vers une vraie méditation, ou bien là, je suis complètement à côté de la plaque, mais je fais ce qu'il me dit et j'ai l'impression que peut-être c'est ça. C'est pas évident. Je vais essayer de répondre par plusieurs angles à la question que tu soulèves ici. Première chose, dans l'exercice avec le triangle, il y a un double exercice. C'est aussi ça qui le rend un petit peu complexe. C'est qu'un, il y a l'exercice de visualisation, donc de créer une pensée d'une certaine façon, pour ensuite stabiliser cette pensée et à un moment donné, si possible, s'arrêter de penser. Donc, il y a 2 exercices, l'exercice de visualisation et l'exercice de concentration. Donc, c'est là déjà un peu la complexité, parce que ce que j'arrive déjà à visualiser, pour certaines personnes, c'est déjà difficile de créer le triangle, qui n'est pas l'exercice de concentration, qui est l'exercice de visualisation. Ensuite, il y a la concentration. Donc, ça peut paraître plus facile quand on débute, quand je vous mets un son, par exemple, dans le cours. On met un son, un métronome ou un autre son, parce que le son, il est là. Vous n'avez pas besoin de le créer. Ça ne veut pas dire que faudra distinguer, si c'est plus facile pour vous, les images ou les sons, mais distinguer aussi dans les mêmes conditions. C'est-à-dire éventuellement avec une image, c'est pour ça que je vous la mets devant les yeux, pour que ce soit plus facile. Vous l'avez déjà, vous pouvez fermer les yeux. Si besoin, vous rouvrez les yeux, pour qu'il y ait moins de difficultés déjà à visualiser. Donc déjà, il y a cette complexité un petit peu de création de l'objet, puis de concentration. Ça, c'est un angle de vue. Une autre dimension, à quel moment on sait qu'on fait l'exercice correctement? S'il est extrêmement simple, c'est plus facile justement. Triangle, cercle, mon seul objectif, c'est d'amener l'attention dessus, de la même façon que j'essaie de me concentrer sur un échange avec un ami, j'amène mon attention dessus. C'est le même exercice. Plus c'est simple, plus tu vas le comprendre et y arriver. C'est aussi simple que ça. Quel est mon exercice? Amener l'attention là-dessus. Ça, on sait tous faire, on a tous essayé, sauf qu'on n'arrive pas à rester dessus. Et quand ça part, on ramène l'attention. Si tu fais ça, progressivement, tu vas avancer. Là où il y a des risques qu'éventuellement on se perde un peu, c'est si on pense être concentré, qu'on ne perçoit pas
Ça, j'approfondirai dans d'autres ateliers les différents niveaux de concentration et les états où on peut penser qu'on est en train de méditer alors qu'on n'est pas en train de méditer. Donc, il y a ce détail-là à prendre en compte, qu'il peut y avoir à un moment donné un état où on croit qu'on est en train de méditer. Et l'indicateur, je donne déjà un peu comment détecter ça. L'indicateur, c'est la perception du temps. Si tu as la sensation que tu as vécu un truc incroyable en méditation, mais que la perception de temps s'est réduite, c'est pas un signe d'expansion de la conscience. Comme je le disais, dans la nuit, on a notre perception du temps qui diminue. Donc, si tu fais ton exercice et que tu perçois en gros les 2 minutes qui sont passées, c'est-à-dire que tu es capable de dire, tu as mis ton chronomètre des 2 minutes et à la fin, tu sais qu'il s'est à peu près passé 2 minutes et que pendant ces 2 minutes, tu as essayé de te concentrer, c'est que tu as bien fait l'exercice. Si tu es déjà dans un truc où waouh, il s'est passé un truc, je ne sais pas trop, etc., là, consulte ton professeur. Consulte un professeur et c'est pour ça qu'on est là et qu'on vous accompagne aussi sur ce chemin. Mais si c'est vraiment, si tu as cette perception, il faut chercher en fait, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vend dans le commerce. On vend méditation comme un truc de sensation. Alors en fait, c'est toutes les techniques précédentes qui vont apporter des sensations. Mais l'exercice de concentration lui-même, ce n'est pas une recherche de sensation. C'est une recherche de concentration et de présence. Donc c'est l'exercice le plus objectif possible, le plus concret possible. Avant, oui, on va se faire plaisir et parfois la respiration peut amener des sensations extraordinaires, une décontraction. On va se faire plaisir, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Mais ce n'est pas une recherche sensationnaliste. On peut se perdre dans cette recherche de sensations parfois. Je ne sais pas si j'ai éclairé ou j'ai plus complexifié Malek, la question. Vas-y, Catherine. Est-ce que durant cet exercice du triangle, lorsqu'on ne pense à rien, on est hors sujet du coup? Est-ce que le fait de ne rien penser, ou au contraire, il faut penser triangle, mais Là, on touche, on est dans la continuité, en effet, de la question de Malek. À ce stade-là, d'une certaine façon, s'arrêter de penser, c'est penser à rien, mais dans le sens qu'il n'y a plus rien et qu'on est quand même présent. La subtilité, c'est qu'on peut ne pas être présent et du coup avoir l'impression que c'est à rien, dans le sens où on n'est vraiment pas là. À nouveau, si je suis dans le train et que je pense à rien et que les heures passent, je suis juste pas présent. Et ça peut être malgré tout agréable. Je peux avoir vécu mon truc, tiens, je me suis laissé bercer d'une certaine façon. Donc, ce que je souhaite ici, en tout cas, dans vos premières semaines, dans vos premiers mois sur tout ça, cherchez un état de présence et prenez l'objet en disant, voilà, j'ai vraiment mon objet et je suis concentré sur l'objet. Donc, de façon profonde, tu vois, c'est un peu complexe cette réponse. De façon profonde, oui, si on disait vraiment qu'on arrive à penser à rien immédiatement, ce serait excellent. Mais pour arriver sur ce chemin-là, commencer par prendre un objet et se concentrer sur cet objet. Pour finaliser un peu tout ce qu'on a posé ensemble, l'état de méditation est ce qu'on vise donc à un niveau de plus de conscience, plus de présence, plus de lucidité. Ça va être ça notre chemin. Pour arriver à ça, on va construire un état de bien-être profond au niveau physique et au niveau émotionnel. Chemin qu'on essaie de construire. Toutes nos techniques nous permettent de créer ça pour s'approcher d'un haut niveau de concentration. Et ça va être l'entraînement, la répétition qui va nous donner ce résultat. On me demande souvent à quelle fréquence il faut suivre les cours pour avoir des bons résultats. D'expérience, à partir du moment où vous le faites au moins 2 fois par semaine, vous allez vous sentir progresser. Après, de 2 fois à tous les jours, ça dépend vraiment de quelle profondeur vous voulez travailler dessus, comment est-ce que vous voulez progresser, à quelle vitesse vous voulez progresser. À partir du moment où vous arrivez déjà à caler 2 moments dans la semaine, ça donne déjà la base pour pouvoir sentir que vous évoluez. Voilà, on a tracé tout un programme ensemble. Maintenant, il faut faire les étapes petit à petit. Donc, je vous donne rendez-vous ensuite tous les mercredis soirs, ce sera à 20h, nos ateliers. Tous les mercredis soirs à 20h, ce sera online et présentiel. Vous pouvez participer soit en présentiel, soit online. Et on mettra très prochainement les thèmes
Mais les thèmes de septembre seront des thèmes justement un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais en approfondissant différentes choses. On aura un thème de la concentration à la méditation, on aura un thème sur la gestion des émotions, pour que vous ayez déjà une bonne base pour démarrer. Dans les dernières secondes, vous pouvez encore soit me faire une remarque, soit poser encore une question. Merci Jonathan, c'était super bien, super clair. Un plaisir. Je vais donner la parole à Laurence, parce qu'elle nous a moins posé de questions. Non, mais merci beaucoup, c'était intéressant et c'est dans la ligne de... C'était pas forcément ce que je recherchais, mais c'est dans la ligne de plein de trucs autour desquels j'ai gravité. Et le seul truc, pour moi, personnellement, c'est les cours avec les mouvements, c'est hyper compliqué, j'y arrive pas du tout. Les positions de yoga, elles sont pas du tout naturelles pour mon corps. Et je sais pas si je vais réussir à m'y tenir. Commence à ce moment-là par les cours de 30 minutes. Habitue-toi déjà bien au cours de 30 minutes et essaye de temps en temps. Une fois par semaine, toutes les 2 semaines, essaye un cours d'1 heure parce que les deux vont être très complémentaires. D'une certaine façon, le fait de tout ce travail corporel va être un pas excellent pour approfondir la méditation, ne serait-ce que de pouvoir s'asseoir au sol, avoir le dos droit. On a besoin de souplesse, on a besoin de force physique. Donc, je dirais que même souvent, quand c'est plus difficile, c'est que ça va nous faire encore plus de bien, justement. Parce que cette structure-là, elle va être très intéressante. Mais fais-le par plaisir, fais-le progressivement. De temps en temps, réessaye et tu peux cultiver ça. Et focalise-toi d'abord sur ce qui te fait plaisir dans les prochains jours. Ok, merci.